Monsieur le Premier adjoint à la maire de Paris, cher Bruno Julliard, Monsieur le Président, cher Patrick Kessel, merci pour vos mots. Monsieur le Président délégué, cher Philippe Foussier, Monsieur le Président du jury, cher Joseph Massé-Scaron, Madame, Messieurs les lauréats, Mesdames, Messieurs, en effet, comme presque chaque année, notez mon assiduité, je vous retrouve pour la remise de ce prix dans cette magnifique salle de l'Hôtel de Ville de Paris, mérite Paris, qui a été toujours, tout au long de l'histoire, dans les grands combats de la République. À chaque fois, je tiens à être présent car c'est un moment important pour vos trois lauréats, bien sûr, Mariam Namazié, Malek Bouti et le professeur Beaulieu. Et je suis humble, modeste face à ces trois personnalités et aux propos que chacun d'entre eux a pu tenir. Mais je suis aussi présent ici parce que ce moment permet aux militants, aux avocats engagés de la laïcité que vous êtes, que nous sommes, de redire, comme vous le faites tout au long de l'année, à travers vos différents engagements, de dire notre détermination à ne rien laisser passer et à ne rien céder sur cette valeur qui nous rassemble, la laïcité. La laïcité, Malek Bouti le rappelait, c'est la France, sa singularité, son âme. La laïcité, c'est la République, son unité et sa flamme. Elle est aujourd'hui dans le monde, tel que nous le connaissons, instable, avec ses dangers, ses menaces, ses opportunités, bien sûr. Elle est dans cette France qui doute d'elle-même. Elle est, la laïcité, je le crois, la clé de voûte de la République, de notre nation. Ce trait d'union entre ce qui nous est si cher et qui rayonne pas seulement pour nous, mais partout dans le monde, parce que c'est ça la France, la liberté, l'égalité, la fraternité. Liberté, car la laïcité, c'est d'abord, ne l'oublions jamais, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et c'était dit avec force par une militante iranienne. Faut-il que ce message soit ainsi martelé, d'abord par des militantes des droits de l'homme, de la cause démocratique et de la femme, et si souvent oubliée dans notre pays. Égalité, car la laïcité ne hiérarchise pas les religions, les convictions, les opinions. Les croyants, comme les non-croyants, sont les citoyens d'une même nation, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Fraternité, enfin, car la laïcité, c'est transcender nos différences pour adhérer, et c'est ça la France, à un projet commun. Et comme le souligne Henri Peña-Ruiz, c'est tout un idéal laïque qui retentit dans le mot laïcité. Un idéal d'émancipation et de recherche exigeante d'universalité contre les obscurantismes de toutes sortes qui enferment, asservissent et abaissent l'humanité. La laïcité, c'est donc la France, notre idéal républicain. Et vouloir l'affaiblir, la contester, comme c'est trop souvent le cas, c'est s'en prendre à ce que nous sommes. Et c'est revenir sur ce prolongement de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, sur cette grande loi de 1905 dont nous célébrions il y a un an le 110e anniversaire. Une grande loi, et c'est ça qui n'est pas toujours compréhensible à l'extérieur, une grande loi qui doit beaucoup d'ailleurs, et à Briand et à Jaurès, dont le génie réside dans ce paradoxe apparent. Séparer pour rassembler, séparer la politique du religieux, séparer pour que ni les religions ni l'État ne puissent
s'immiscer dans les choix de chacun. Mesdames et messieurs, j'entends dire, et je lis même ici ou là, depuis le discours que j'ai prononcé il y a 2 semaines dans ma ville d'Évry sur la laïcité, à l'occasion de la mise en place d'un comité sur la laïcité associant d'abord les habitants de cette ville, que j'aurais changé ma vision de la laïcité et qu'elle se serait, je mets des guillemets, adoucie. Dès qu'on parle de moi et de douceur, je prends. Mais j'avoue mon désarroi, car ma laïcité, comme la vôtre, n'est pas une plasticité. Elle est tolérance, bien sûr, mais elle ne s'adapte pas en fonction de l'auditoire. Elle n'est pas à géométrie variable. C'est la même. C'est la même que je porte depuis toujours, et notamment depuis que je suis l'élu des quartiers populaires de la région parisienne, depuis plus de 25 ans, et bien sûr d'abord depuis que je suis élu d'Évry, une ville riche de toutes ses origines et de tous ses cultes, qui cohabitent et qui cherchent surtout à cohabiter en paix. Cette ville qui pourrait être synonyme, et c'est une belle expression, de cette République métissée. Cette ville même où, si je n'ignore pas les problèmes, les habitants, dans leur très grande majorité, vivent pleinement, fièrement, pour ceux qui croient, leur religion, leur vie intérieure, et surtout, car c'est ça qui me paraît essentiel, leur appartenance à la collectivité. Alors, essayons d'aller au fond des choses. Qu'est-ce qui aurait changé éventuellement dans mes propos? Parce que j'ai dit que l'islam de France, les Français musulmans, c'est une part de la France. Parce que j'ai dit cela, ce que j'ai d'ailleurs déjà dit à maintes reprises, alors je serais ou on serait moins arc-bouté sur la laïcité. Je refuse de laisser dire cela, car c'est laisser croire, et je vois bien le piège, que la laïcité, c'est une arme de stigmatisation des musulmans, un combat identitaire, un acharnement liberticide contre quelques-uns. J'ai le plus grand respect, la plus grande considération pour la religion et la culture musulmane, et quand on revient d'Afrique de l'Ouest, je suis rentré hier d'Abidjan, on le ressent encore davantage. Et parce que je la respecte, je la soumets aux mêmes exigences que toutes les autres religions, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et moi je veux, parce que dans tous les combats de la France, il y a cette part universelle. Je veux que l'islam brille au cœur de la République. Ça doit être ça notre force. Dans ce pays, la France, racine aux origines chrétiennes, avec l'une des plus vieilles communautés juives d'Europe, où l'islam est la deuxième religion aujourd'hui en nombre dans notre pays, mais qui est aussi la République née en 1789 et de la loi de 1905. C'est tout cela la France. Et quel message puissant pour le monde de démontrer que dans cette République-là, dans ce pays-là, l'islam, il y a toute sa place, est fondamentalement compatible avec la laïcité, la démocratie, la séparation de l'État et des cultes, et l'égalité entre la femme et l'homme. Il y a un intérêt commun aux islamistes, aux djihadistes, avec l'extrême droite. C'est d'essayer de démontrer le contraire. Et donc, dans le combat des Républicains, sans rien oublier, bien sûr, il y a cet objectif essentiel. Et c'est pour cela que nous devons aider l'islam de France à se débarrasser du poison salafiste qui le mine. Et l'État est là pour accompagner les Français musulmans dans ce combat, qui est d'abord, il faut le dire et le rappeler sans cesse, qui est d'abord leur combat. Et la laïcité que je défends depuis toujours,
que j'ai appris, c'est un équilibre exigeant, Malek dirait plutôt une dynamique, entre tolérance et fermeté. Ce n'est pas la négation du fait religieux ou des religions, c'est leur donner toute leur place et leur juste place. C'est-à-dire que la religion n'a pas d'emprise sur la société et que personne ne peut imposer ses pratiques religieuses aux autres. Nous devons faire vivre cette laïcité. Et, cher Joseph Massescaron, c'est donc aussi, d'une certaine manière, un plébiscite quotidien. Je sais que faire vivre la laïcité est une expression qui, à force d'être répétée, peut sonner un peu creux. Mais toute l'urgence est là. Nous devons redonner du sens, de la consistance à ce mot qui fait l'objet de tant de récupération, de confusion et d'incompréhension. Trop souvent, oui, trop souvent, on a détourné le regard, préféré ne pas voir les problèmes là où ils y étaient, employé ô combien d'euphémismes pour acheter, Malek Bouti l'a si bien dit, je ne sais quelle paix sociale. Il est donc un lanceur d'alerte, moi aussi je l'ai été. Ça m'a valu parfois quelques débats, y compris dans ma famille politique. À force de fermer les yeux et de détourner le regard, quel est le résultat? Une montée en flèche des communautarismes. L'émergence au cœur même de notre communauté nationale de vrais projets de contre-société. Cet essor alarmant des fondamentalismes est sans aucun doute l'un des défis majeurs que nous avons affrontés. Et cela conduit finalement à une perte de repères pour une partie de notre jeunesse qui, parce qu'on a laissé faire des prêcheurs de haine, parce que l'on a hésité là où il aurait fallu un discours républicain clair et mobilisateur, cette jeunesse bascule, même s'il y a toujours, bien sûr, d'abord la responsabilité personnelle dans l'islam radical, dans le djihadisme, après avoir aussi et en même temps basculé dans la violence. Il ne faut jamais transiger avec la vérité des faits. Et c'est ce que tu as toujours privilégié, cher Malek, se parler vrai, se parler cru, qui parfois fait mal, mais qui réveille les consciences. Et je pense notamment, en effet, à ton travail intitulé « Génération radicale », que chacun doit lire et relire pour comprendre à quel point une part de notre jeunesse se place délibérément hors de la République et hors de la société. Sur fond de contestation de la laïcité, notre société s'est fissurée, fracturée, avec le retour de l'antisémitisme, qui était le premier mouvement que beaucoup n'ont pas voulu voir. La haine des Juifs et d'Israël, la confusion entre le sionisme et l'antisémitisme, mais aussi la recrudescence des actes musulmans ou antichrétiens aujourd'hui. Une violence qui s'ajoute à d'autres violences, à cette ultra-violence qui vise nos forces de l'ordre, nos sapeurs-pompiers, qui est le fait également de mouvements idéologiques très déterminés, qu'on peut trouver aussi bien à l'ultra-droite qu'à l'ultra-gauche, mais qui est d'abord un fait, celui de la violence, dans notre société, et qui peut d'ailleurs s'apparenter, trouver des équivalences dans ce qui se passe outre-Atlantique, aux États-Unis. Partout la violence, les comportements extrêmes tentent de déstabiliser notre société, ses fondements. Il faut défendre bec et ongles donc la société. Et la défendre, c'est-à-dire l'expliquer, la faire partager dès le plus jeune âge. La défendre aussi pratiquement, dans le concret, car la laïcité, ce sont des questions très concrètes qui surgissent dans la vie de tous les jours. Des questions qu'il faut savoir traiter, trancher. Il y a la question du port de signes religieux, celle des menus dans nos cantines, celle du port du voile intégral dans l'espace public, celle du financement des lieux de culte. Ce sont des questions qui sont dans l'actualité, dans le débat public depuis des années. Celle de ces quartiers sous l'influence d'un ordre religieux, rétrograde, machiste, violent, qui veut exclure purement et simplement les femmes. Et c'est pour ça que je salue à mon tour le long et courageux combat qui est le vôtre, chère Mariam Namazieh.
la place de la femme dans nos quartiers populaires reste peut-être pour moi l'élément le plus important et qui explique souvent les prises de position qui ont été les miennes. Parce que je ne peux pas supporter de voir des jeunes filles, et parfois de très jeunes filles, chercher à se fondre dans l'espace public, y compris par les formes d'habillement, allant au collège, comme si on voulait leur imposer une espèce de pudeur, et cette pudeur, c'est un ordre religieux, sectaire, totalitaire que nous devons combattre avec beaucoup de détermination, avec les armes de l'état de droit et les yeux dans les yeux. Il y a aussi ces questions qui se posent tous les jours aux agents publics de nos hôpitaux, aux infirmiers, aux travailleurs sociaux, aux agents publics. Que faire quand un patient refuse de se faire soigner par une femme? Quand on demande des créneaux réservés dans les piscines municipales? Quand un collègue refuse de serrer la main à une autre collègue? Ou quand une femme souhaite garder son voile sur son lieu de travail? Quelles sont les règles? Qu'est-ce qui est acceptable? Où finit le choix individuel et où commence la vie collective? Il n'y a pas de petits débats. La laïcité a déjà trop souffert des négligences et des petits renoncements. Sur certaines de ces questions, la loi apporte des réponses, fixe le cadre. Et c'est pour ça que j'ai voté ces lois qui étaient importantes, de 2004 comme de 2010. Mais la loi n'est pas toujours le seul moyen. Il faut apporter des réponses, ne pas laisser les agents et salariés seuls face à ces questions. Il faut donner des directives, fixer les règles et surtout enseigner et former. C'est ce que Régis Debray explique très bien dans son ouvrage « La laïcité au quotidien ». Et pour lui, la laïcité, même si on peut avoir des débats avec lui, bien sûr, c'est permettre à une cité, avec un C majuscule, de se rassembler par-delà ses différences, sans les nier ni les brimer. Et ce livre montre qu'entre le renoncement et la rigidité, il y a une voie faite d'exigence et de pragmatisme. Et c'est ça, la laïcité. Cher Patrick Kessel, vous ne me contredirez pas si je vous dis que la laïcité est au cœur des enjeux de société, pour reprendre votre expression. Et ce qui est en jeu, c'est bien sûr d'abord l'autorité, notre capacité à fixer des règles et à les faire respecter. Cette autorité, c'est une tendance lourde de notre époque et souvent mise à mal, contestée. Ce sont, je l'ai dit, nos policiers, nos gendarmes, nos enseignants que l'on agresse. Plus seulement dans les mots, mais dans les actes de plus en plus violents. Il y a une attente d'autorité dans notre pays, d'une autorité républicaine. Et c'est à la gauche, si vous me permettez ce mot plus partisan, de reconquérir cette autorité. Car l'autorité est fondamentalement émancipatrice. Elle libère de toute emprise, fait que les citoyens sont libres de leur choix, de la vie qu'ils veulent mener. Si je me suis intéressé très tôt au problème de sécurité ou d'ordre public, c'est au nom de cette conception de l'autorité. Parce que ce sont toujours les plus faibles et les plus démunis, notamment dans nos quartiers populaires, les femmes qui vivent seules, les jeunes victimes du racket, les travailleurs, les ouvriers de ces quartiers, qui sont les premières victimes de cette violence. Contester l'autorité, pardon cher Bruno Julliard, au cœur d'une grande métropole, c'est toujours facile. S'en prendre aux policiers, brûler une voiture dans le 10e arrondissement, s'émouvoir des conséquences de la loi sur le renseignement qui est passée à travers tous les avis du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, c'est facile. Mais l'ordre des caïds, l'ordre de la racaille, pour reprendre l'expression de Malek, l'ordre de la violence, l'ordre machiste, c'est d'abord sur les plus pauvres, c'est d'abord sur les enfants de la République, c'est d'abord sur ces citoyens qui viennent du monde entier et qui nous apportent aussi leurs différences et leurs forces que cet ordre veut s'imposer. C'est pour ça que nous devons être d'abord à leur côté. L'enjeu, c'est bien sûr aussi notre école, qui doit être ce lieu apaisé de transmission des savoirs. Apaisé
c'est-à-dire en dehors de toutes les tensions qui traversent notre société. Et la laïcité est ce rempart qui permet que les revendications, les prosélytismes de toutes sortes restent à la porte de l'école. Mais il faut donner les moyens aux enseignants de résister à ceux qui mettent en cause l'enseignement et la transmission des valeurs et des savoirs. Quand un gamin de 7, 8, 9, 10 ans dit, en répondant à la question d'un enseignant, que son ennemi, c'est le juif, ou quand il remet en cause même l'enseignement de l'histoire sur tel ou tel sujet, ou des sciences, c'est qu'il y a quelque chose de fondamentalement en cause dans notre société. C'est pour cela que nous avons voulu une charte de la laïcité affichée dans les établissements scolaires, que nous avons réintroduit un enseignement moral et civique et qu'il faut continuer, poursuivre, approfondir. Nos valeurs communes, la laïcité, la dignité, le respect, la tolérance, doivent être enseignées, apprises par les écoliers et comprises aussi par les parents d'élèves. Rappelez-vous de ces débats que nous avons eus au moment des rumeurs sur la théorie du genre et les parents qui ont retiré sur fond de rumeurs, de complétisme sur les réseaux sociaux, mettant en cause l'école de la République. C'est un point de départ essentiel pour reconquérir, oui, il faut reconquérir le terrain perdu depuis des années, pour reconstruire ce que parfois des renoncements collectifs ont abîmé. Et puis l'enjeu, c'est également notre jeunesse. Je disais qu'il avait pu manquer d'un discours républicain mobilisateur. C'est vous qui l'avez dit, cher Patrick. Eh bien, justement, face à une forme obscure d'engagement, à ce néo-romantisme moisi qui pullule sur les réseaux sociaux, sur fond de complotisme, nous devons opposer un contre-discours, non un discours à ce contre-discours, et dire quel peut être l'engagement au service de son pays. Il y a une telle énergie parmi nos jeunes, une telle volonté d'être utile, il faut l'encourager et lui donner des moyens de s'exprimer. C'est pour cela que je plaide pour un service civique obligatoire qui permette aux jeunes Françaises et aux jeunes Français d'agir ensemble pour l'intérêt général. Nous devons faire confiance à une jeunesse qui s'engage, et c'est bien sûr tout ce que nous voyons autour de nous qui démontre qu'il y a cette volonté d'engagement, qui lui ouvre des horizons pour qu'elle n'ait pas la tentation du repli et du rejet, lui donner le goût de l'aventure, un horizon et une espérance, parce que c'est ça qui manque au pays, une espérance. Et puis, l'enjeu, c'est aussi la recherche. C'est ce que vous avez dit en remettant ce prix Sciences et Laïcité à Étienne-Émile Beaulieu, dont les propos clairs, l'intelligence, le parcours, l'exigence sont un exemple. Et une recherche qui fait progresser les savoirs et qui n'est pas placée sous la chape de plomb des croyances et des dogmes. C'est ça, tout simplement, l'émancipation. Et s'il y a un adjectif à accoler à laïcité, c'est bien l'émancipation qui fait que chacun d'entre nous avance. C'est le progrès. La laïcité, c'est le progrès. C'est la République. C'est ça qui fonde fondamentalement la France. Ne tombons pas dans la caricature, bien sûr. Les religions ont pu être aussi et ont toujours été, quand elles ont été à leur place, un vecteur d'érudition, de même qu'elles sont un sujet d'étude. La Troisième République est celle qui a vu naître une chaire d'histoire des religions au Collège de France. Mais le religieux et le scientifique, le religieux et le progrès de la médecine, ce sont deux ordres qui vivent et qui doivent vivre séparément. L'un est porteur de sa propre certitude, l'autre vise un objet de connaissance. Et aucun des deux ne peut être soumis à l'autre. Et c'est pour ça que la République doit toujours s'identifier au progrès, à la science, à la recherche, avec ses bornes. Professeur, vous l'avez parfaitement rappelé, car ce sont des débats qui nous touchent fondamentalement, celui des sciences du vivant, et c'est aussi celui qui s'est beaucoup engagé pour le Génopole d'Évry, pour la recherche, bien sûr, du gène qui vous le dit, mais c'est un élément fondamental. Et ceux qui mélangent les deux se trompent fondamentalement. Mesdames, Messieurs, dans ces moments où les repères se brouillent, nous avons besoin de clarté. Tout mélanger tout le temps,
Voilà ce sur quoi comptent tous les populistes. Laïcité, religion, immigration, questions sociales, tout se brouille pour mieux se résoudre par les amalgames et les outrances. Et aujourd'hui, nous avons besoin de clarté. Et merci, Madame, d'avoir rappelé, et Malek Bouti l'a fait aussi, combien la France doit s'identifier à ce droit qui est le droit d'asile, qui est le droit de protection. Et moi, je vous le dis, je suis très fier de ce qui a été réalisé ces derniers jours par l'État, par le gouvernement et par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre du Logement, Emma Cosse, l'évacuation de Calais, parce que c'était une plaie, c'était une image de la France que je ne veux pas voir, des hommes, des femmes et des enfants vivant dans des conditions indignes, les accueillir, leur donner le droit d'asile, et demain, ils seront français, demain ils parleront français, demain ils porteront nos valeurs, certains demain seront députés, membres d'un gouvernement. Je me rappelle de la discussion que j'ai eue avec une jeune érythréenne il y a quelques jours, à côté de Reims, une jeune fille qui était là depuis 1 an, aujourd'hui au lycée, qui parle français, qui a des projets. Elle est là, la France. C'est ça, cette émancipation de chacun. Les gens qui veulent rester en France, parce que la France est capable de les accueillir, à condition qu'eux-mêmes épousent les valeurs de notre pays et ce qui fait, au fond, la force de la France, celle qui rayonne partout dans le monde. Alors, en remettant tous les ans, avec opiniâtreté et régularité, ce prix à des personnalités de la vie politique, scientifique, culturelle, vous contribuez à montrer que la laïcité, ce sont des visages, ce sont des vies, ce sont des engagements au service des autres, et les 3 personnalités, ils le démontrent, ce sont la vie, ce sont des vies. Alors résistons aux simplifications et aux caricatures, résistons au flot des passions qui envahit le débat public, et choisissons toujours l'intelligence, la modération, la raison, le rassemblement. Résistons à ceux qui voudraient opposer les religions ou opposer les défenseurs de la laïcité aux croyants. La France a besoin d'apaisement, elle a besoin de se retrouver, mais elle a besoin aussi de combats clairs. Et ce combat, c'est celui que nous menons et c'est celui que vous menez, parce que nous avons besoin plus que jamais d'hommes et de femmes et d'hommes tels que vous pour la guider. Oui, plus que jamais, vive la laïcité, vive la République et vive la France.